Merci pour cette invitation. Je vais vous présenter une étude un petit peu différente de ce qui est présenté jusqu'à présent, puisqu'il s'agit d'une étude économique. On a cherché à évaluer le coût des infections chroniques de prothèses articulaires avec en filigrane une question qui était dans quelles conditions un dispositif de prévention des nouvelles infections peut-il être rentable pour l'assurance maladie? Donc très rapidement sur les participants à l'étude, c'est un projet qui a été, dont l'instigateur était Monsieur Ferry, qui a bénéficié de l'aide de la cellule innovation et qui s'est sur le terrain a été mené en lien avec le CRC et financé par le laboratoire Ereus. Donc rapidement, quelle était la problématique? Ça, je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là. L'infection chronique de prothèses articulaires est une complication grave qui nécessite un changement en 1 ou 2 temps. On y reviendra, mais nous, l'étude a porté sur le 2 temps, même si il n'y a pas vraiment d'implication au niveau des résultats. Le constat, c'était surtout qu'il y avait un impact important sur la prise en charge des patients. Et finalement, on s'est rendu compte que dans la littérature, il y avait très peu de données de coûts. Et lorsqu'il y en avait, elles étaient partielles. On n'avait pas l'intégralité des coûts, notamment les coûts des séjours en soins de suite et réadaptation. Et pourtant, il y a un impact présumé considérable des nouvelles infections, des échecs. Donc l'objectif de cette étude était d'évaluer le coût de prise en charge des patients avec une infection chronique. On s'est focalisé sur les prothèses totales de hanche et les prothèses totales de genoux. L'évaluation a porté uniquement sur les patients aux hospices civils de Lyon. Et donc on a cherché à évaluer le coût de la prise en charge globale et on a fait un focus un peu plus exploratoire sur la différence entre le coût avec et sans échec, avec, comme je l'ai évoqué auparavant, une question derrière ça, c'est vraiment quel pourrait être le tarif de remboursement d'un dispositif préventif qui permettrait à la fois d'éviter des nouvelles infections et de faire des économies pour l'assurance maladie. Je dois préciser que cette question est pas si courante en évaluation économique, puisqu'on est plus souvent dans le cas où on a un surcoût euh, pour un gain d'efficacité. Les innovations sont très coûteuses. Donc c'est intéressant d'avoir une situation dans laquelle, au moins au départ, on pose l'hypothèse d'avoir un coût qui va être potentiellement inférieur pour l'assurance maladie. La population et la collecte de données, les critères d'inclusion étaient des patients âgés de 18 ans et plus, admis aux hospices civils de Lyon pour une infection chronique, prothèse de hanche, prothèse de genou, prise en charge en 2 temps. Donc, la cohorte était une prise en charge en 2 temps, mais on va le voir, on s'est intéressé à la réimplantation. Les coûts commencent à la réimplantation, donc le changement l'impact n'est pas très important. Ce sont des patients qui ont été inclus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Au total, on a eu 116 patients et les données ont été collectées à partir des données patients et des données du PMSI. Les principales caractéristiques de l'étude, donc c'est une étude qui s'intéressait au coût de la prise en charge. On a retenu le point de vue de l'assurance maladie, le but étant de montrer un petit peu l'impact pour l'assurance maladie, à la fois en termes de coûts de ces infections et de coûts potentiellement évités. Et donc, si on finance un dispositif préventif, quel est l'impact pour l'assurance maladie? L'horizon retenu était de 2 ans à partir de la réimplantation de la prothèse. Donc, là, à partir de la réimplantation est important puisque c'est le moment où on peut utiliser le dispositif de prévention. Donc, c'est le moment à partir duquel on peut vraiment avoir un impact sur les coûts. Et l'horizon temporel de 2 ans, on a prévu assez large. On avait en tête l'idée que les coûts seraient supportés essentiellement la première année, ce qui a été confirmé, mais on est parti à 2 ans pour avoir vraiment la quasi-intégralité des coûts. Alors ça, c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a pu prendre de manière assez large les consommations de ressources. Donc on a pris en compte les séjours hospitaliers, la consommation d'antibiotiques, les consultations, les actes d'imagerie, de biologie. Et ce qui est intéressant et un peu plus compliqué à prendre en compte, c'est qu'on est allé jusqu'à prendre en compte les hospitalisations à domicile et surtout les séjours en soins de suite et réadaptation. Les résultats, donc tout d'abord sur notre population d'études, les principales caractéristiques. Donc, on avait des patients qui étaient âgés en moyenne de 66 ans, on avait quasiment autant d'hommes que de femmes, un petit peu plus de prothèses de genoux que de hanches, et évidemment plus de patients avec 100 nouvelles infections après réimplantation. On avait 18 patients sur les 116 qui ont eu une nouvelle infection après la réimplantation.
Les premiers résultats. Donc les résultats par poste, on va dire le résultat total, le résultat principal et les résultats par poste de dépenses. Ce qui ressort, c'est qu'il y a deux postes qui sont vraiment très importants sur le coût total. Le, un des postes importants est c'est les séjours hospitaliers. Donc le coût moyen par patient à 2 ans lié au séjour hospitalier s'élève à plus de 7 000 euros. Et ça représente 34% des coûts totaux. Le poste de loin le plus important, c'est les séjours en soins de suite et réadaptation, 13 118 euros. Donc ça, c'est important quand on sait que dans la littérature, ce poste-là est généralement n'est pas pris en compte. Là, on est sur plus de 13 000 euros en coût moyen sur 2 ans par patient. Ça représente 61% du total qui est estimé à plus de 21 000 euros par patient, encore une fois sur 2 ans. Si on rentre un petit peu maintenant dans le détail et qu'on regarde en sous-groupe, on se rend compte qu'il y a une petite différence homme-femme. Le coût moyen pour les femmes est un peu plus élevé. Alors la différence n'est pas statistiquement significative, tout comme la localisation de l'infection. On a un coût qui est un peu supérieur pour la hanche que pour le genou. Par contre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'on a un coût qui est vraiment, vraiment, vraiment très supérieur, plus du triple, pour un patient qui a une nouvelle infection après la réimplantation, puisqu'on dépasse les 51 000 euros versus moins de 16 000 euros pour un patient qui n'a pas de nouvelle infection après la réimplantation. Donc ça, c'est le résultat, on va dire, brut, où on a eu le coût par patient et on a pu regarder un petit peu le coût si on avait une nouvelle infection ou pas. On est allé sur une analyse un petit peu plus exploratoire et on s'est posé la question, si tous ces patients avaient bénéficié d'un dispositif préventif, quel aurait été l'impact pour l'assurance maladie et surtout à quel tarif de remboursement ce dispositif de prévention aurait pu être, enfin, de quel tarif de remboursement aurait-il pu bénéficier pour à la fois éviter des infections et faire des économies à l'assurance maladie. Donc, dans un premier temps, c'est un dispositif totalement fictif qu'on appliquerait à tous les patients. Donc, le tableau que vous avez sous les yeux, il faut le lire comme ça. La première ligne, c'est le nombre d'infections qu'on aurait pu éviter. Donc, dans notre cohorte, on en avait 18, donc le maximum, c'est évidemment 18. Et en dessous, c'est le tarif de remboursement maximum euh, auquel on pourrait rembourser ce dispositif tout en faisant des économies. Donc, par exemple, si ce nouveau dispositif avait permis d'éviter 9 infections sur les 18, on pouvait financer ce dispositif jusqu'à 2800 euros et l'assurance maladie réalisait des économies en dessous de ces 2800 euros de tarif. Donc c'est quand même un montant qui n'est pas négligeable et ça montre qu'il y a une place pour ces dispositifs de prévention intéressantes. Si on va un petit peu plus loin, on a essayé de prendre un exemple plus concret avec les ciments antibiotiques Genta Vanco. Donc là, on a essayé d'être vraiment plus proche de la réalité. Donc d'abord, ce ciment ne pouvait être utilisé évidemment que chez les patients qui avaient une prothèse cimentée. Donc on a regardé dans notre échantillon combien de patients avaient une prothèse cimentée. Ensuite, on a cherché à estimer un peu plus précisément les infections qui auraient pu être évitées. Donc pour ça, on a regardé les germes qui étaient en présence et ceux qui étaient sensibles à la Genta et à la vancomycine. Et on a fait une hypothèse, même si on avait des germes qui étaient sensibles, on a considéré que la nouvelle infection était évitée pour 80% de ces cas considérés comme actifs. Donc ça nous a conduit à faire l'hypothèse, à considérer que 6 à 7 nouvelles infections auraient pu être évitées euh, chez ces patients. Donc si on reprend le même tableau que tout à l'heure, mais là cette fois-ci évidemment beaucoup plus près de la réalité, donc selon nos estimations, on aurait pu éviter entre 6 et 7 infections, ce qui veut dire que pour un coût inférieur à entre 3 000 et on va dire 3 500 euros, ce dispositif aurait pu être financé à ce montant-là et l'assurance maladie réalisait des économies. Donc c'est un point qui est intéressant pour nous parce qu'encore une fois, on est plutôt d'habitude dans un surcoût lié à l'innovation qui est partiellement compensé mais pas totalement. Là, dans ce cas de figure, on a à la fois un coût, enfin, un bénéfice clinique, des infections qui sont évitées, et un coût qui peut être évité. Quand on parle de 3 000 euros, on voit bien que c'est largement acceptable pour un dispositif comme celui-ci.
Alors, quand même une petite nuance pour la discussion de ces résultats, c'est qu'ils sont parfois interprétés avec prudence. On a des effectifs qui sont parfois très faibles. Malgré tout, sur le coût avec et sans infection, donc on a certes des patients, un effectif qui est faible, on a 18 patients qui ont une nouvelle infection, mais on a une différence qui est tellement importante que ça peut nous permettre quand même d'avoir une tendance forte. Donc les enseignements principaux de cette étude, les enseignements et confirmations, les coûts des hospitalisations et des soins de suite et réadaptation représentent vraiment la grande majorité des coûts, environ 95%. Ce à quoi on s'attendait, ça a été confirmé, les coûts sont supportés majoritairement la première année, 80% des coûts la première année. Et ce que je viens d'évoquer, un écart vraiment très important entre les coûts sans et avec nouvelle infection, et c'est cet écart vraiment important qui permet de laisser penser qu'il y a vraiment un intérêt économique de prévenir ces nouvelles infections en utilisant un dispositif au moment de la réimplantation. Je vous remercie pour votre attention et suis prêt à répondre à vos questions. Ben, merci monsieur Serrier. Alors c'est toujours intéressant ces études, même si c'est parfois un peu difficile enfin, à intégrer quoi dans la vie réelle, mais oui, c'est pourquoi pas. Avec, comme vous l'avez dit, le bémol de donc tous les patients ne bénéficient pas enfin, n'ont pas une prothèse cimentée. Donc vous avez pris en compte la proportion de patients sur votre cohorte qui avaient eu en réimplantation un ciment pour pouvoir bénéficier éventuellement de ce dispositif qui les protégerait. Voilà, ouais. Je sais pas, je j'ai pas vu de questions. Olivier, tu as des questions sur le chat? Ouais, ouais. Moi, il n'y a pas de question sur le chat. Moi, j'en aurais une, par contre, c'est est-ce que vous avez un peu étudié les coûts indirects? Parce que là, ce sont que des coûts directs. Et c'est vrai que souvent, les études économiques, je trouve qu'elles se basent que sur les coûts directs, et c'est certainement dommage, surtout là dans des pathologies où la perte de fonction, elle entraîne forcément, par exemple, des problèmes au niveau de l'emploi, etc. Alors, merci pour cette question qui va me permettre de rebondir aussi sur la remarque qui a été faite avant. C'est sûr qu'on est dans un domaine qui est un petit peu éloigné, qui est parfois un peu difficile d'accès. Je suis conscient, on a des termes et des choses qui sont un peu compliquées. Donc, je vais juste remettre un petit peu le contexte. Aujourd'hui, pour les dispositifs médicaux et les médicaments, même si ça marche beaucoup mieux pour les médicaments, la Haute Autorité de Santé demande, lorsqu'on demande l'accès au remboursement, lorsqu'on est dans un produit, je simplifie, très innovant et très coûteux, elle demande une évaluation médico-économique. Et il y a deux aspects qu'il faut voir dans l'évaluation médico-économique. Il y a l'évaluation vraiment médico-économique, qui, elle, va chercher à vraiment confronter le résultat avec le coût. Et là, généralement, on n'est pas du point de vue de l'assurance maladie, on est d'un point de vue plus collectif. Et là, on va chercher à montrer pour la collectivité l'impact. Normalement, on ne prend pas en compte les coûts indirects, même dans ce type d'évaluation, mais effectivement, ils peuvent être pris en compte. On peut avoir l'impact sur les pertes de productivité, comme vous l'avez évoqué. On peut aussi avoir des coûts qui sont considérés comme directs, mais pourtant qui sont un peu moins tangibles, c'est-à-dire l'aide informelle, par exemple. C'est des patients qui vont avoir besoin de l'aide à domicile parce qu'ils sont ça, par exemple, ça peut être pris en compte. Et ça peut être pris en compte dans l'évaluation. Donc effectivement, on ne l'a pas pris en compte parce que d'abord, on n'est pas dans une évaluation vraiment médico-économique. On est vraiment que sur l'aspect coût et on est plus dans ce qui s'apparente, et c'est le deuxième point qui est demandé à la Haute Autorité de Santé, ce qui s'apparente à une analyse d'impact budgétaire. Donc en gros, pour faire simple, généralement, on a deux types d'évaluation. On a l'évaluation médico-économique qui dit est-ce que c'est intéressant, mais dans le sens confronter vraiment les gains de santé avec le coût. Et on a ensuite, ok, c'est intéressant, est-ce que c'est accessible financièrement, on va dire. Et là, on est plus dans cette optique-là avec un point de vue assurance maladie, où on va dire, bah, si vous jugez que c'est intéressant, parce qu'on n'est pas non plus dans quelque chose qui serait potentiellement très coûteux et qui rentrerait dans les critères, là, on va montrer que finalement, eh ben, c'est largement finançable, puisque ça peut même faire des économies. Donc il y a cette nuance entre les deux types, l'évaluation médico-économique pure et l'analyse d'impact budgétaire. Et même quand on fait de l'évaluation médico-économique pure, on n'inclut pas dans l'analyse principale les coûts indirects, mais c'est une analyse qui peut être complémentaire et très intéressante effectivement dans ces cas-là. Merci.